Montréal, ses gratte-ciel et le Saint-Laurent. Québec, ses falaises et le château Frontenac. Des forêts et des lacs sur des milliers de kilomètres. Bienvenue à bord pour un nouveau voyage avec Pascal Airlines, cette fois chez nos cousins du Québec. Et comme c'est un pays avec de l'eau partout, j'ai pris mes précautions avec un Cessna 172 option flotteur, ce qui nous permet aussi de décoller directement de l'hydrobase en plein centre-ville de Montréal. Aujourd'hui, j'espère que vous avez pensé à prendre vos sandwichs parce que je vous emmène faire un grand tour, plus de 2000 km. Et oui, le Québec c'est grand, c'est 3 fois la France. De Montréal, on va remonter le fleuve Saint-Laurent vers la ville de Québec, puis Tadoussac et jusqu'à Sept-Îles. Ensuite, on obliquera vers l'ouest jusqu'au barrage de la baie James, puis redescendre vers le lac Saint-Jean et amérissage à Tadoussac. On décolle devant le port de Montréal à la sortie des rapides de Lachine. Ces rapides sont le premier obstacle naturel à toute navigation depuis l'embouchure du Saint-Laurent, d'où la création d'une grande ville ici au XVIIe siècle. En fait, en gros, c'était le cul-de-sac du fleuve, le point le plus loin possible pour les bateaux qui venaient d'Europe. On voit ici une partie des installations du port de Montréal, mais en fait ce port couvre une douzaine de kilomètres tout le long du Saint-Laurent jusqu'à la sortie nord de Montréal. La digue à l'entrée de cette partie du port est marquée par cette petite tour blanche qu'on voit à droite. C'est la tour de l'horloge, construite dans les années 20 pour commémorer les marins morts pendant la Première Guerre mondiale. Voici devant nous le magnifique pont Jacques-Cartier, pont emblématique de Montréal, construit en 1930. À sa droite, l'île Sainte-Hélène. Juste derrière le pont, on voit un parc d'attractions. C'est le parc de la Ronde et ses attractions autour d'un petit lac. Si faire du petit avion ne vous fournit pas suffisamment de sensations, faites donc un grand 8 au-dessus de l'eau. Là, les sensations sont garanties. On revient un peu sur la gauche, derrière les installations portuaires et des quartiers récents. La tour penchée qu'on voit là-bas au loin, c'est le stade olympique. Et je vous rassure, c'est exprès que la tour soit penchée, on n'est pas à Pise. Le stade olympique a été construit pour les Jeux olympiques de 1976 et la tour était une innovation innovative et innovante pour tenir une couverture de toile déployable en fonction de la météo. Bref, ça n'a jamais fonctionné. En effet, c'était tellement innovant que la tour a commencé à se fissurer pendant sa construction. Du coup, le chantier a été arrêté, les JO de 76 se sont tenus à l'air libre et le chantier a repris, mais même 11 ans plus tard, avec des techniques différentes, ils n'ont jamais réussi à faire fonctionner le bousin. Ça reste néanmoins la plus grande tour penchée au monde. Autour de ce stade, on va trouver tout un parc avec entre autres l'ancien vélodrome transformé en musée du vivant appelé le Biodôme. On traverse 4 espaces recréant des milieux naturels avec des vraies plantes et animaux. On passe ainsi en quelques mètres de la forêt amazonienne avec ses oiseaux caquetants et ses lianes, au pôle sud avec des manchots se promenant sur la glace. Et oui, il faut prévoir t-shirt et doudoune en même temps pour la visite. On revient maintenant vers le centre de Montréal. Et là-bas, dans la brume, la colline qui dépasse, c'est le Mont-Royal, qui a donné son nom à la ville. Montréal, c'est le Mont-Royal. C'est une grande colline boisée qui surplombe de 150 mètres tout le centre-ville. On va la contourner par la droite côté nord. Ici, ces coteaux sont occupés par un grand campus universitaire. Ici à gauche, en premier, on voit des installations sportives avec patinoire et piscine. Puis le grand bâtiment cubique un peu plus haut, c'est l'école polytechnique de Montréal. Ensuite, ce bâtiment allongé avec plusieurs ailes et une grande tour, c'est l'UDM, l'Université de Montréal. C'est la grande université francophone de la ville. Ensuite, il y a la bibliothèque universitaire et pour finir, le HEC, l'école de commerce. Bref, que vous soyez ingénieur, universitaire ou commercial, il y a toujours des études supérieures pour vous ici. Le grand dôme qu'on voit maintenant à gauche, c'est l'Oratoire Saint-Joseph, un grand sanctuaire inauguré en 1955 et construit dans un style Renaissance italienne. Et c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a un petit air de famille avec le dôme de Florence en Italie. On a fait le tour du Mont-Royal et on va maintenant revenir vers le centre avec le quartier des affaires et ses multiples gratte-ciels. Le plus connu de ces gratte-ciels, c'est le 1 Place Ville-Marie, un gratte-ciel en forme de croix. C'est aussi un des plus anciens gratte-ciels de Montréal puisqu'il a été construit en 1960. Le plus haut par contre, c'est le 1000 de la Gauchetière avec ses 205 mètres et 51 étages. Il se distingue avec un toit à 2 pans assez penché. Mais pour ma part, j'avoue avoir un petit faible pour la tour Cap MG et ses oreilles de chat tout en haut. Vu d'avion, il y a une autre chose qu'on peut pas voir, c'est le réseau de centres commerciaux souterrains communiquant entre eux et avec le métro. C'est la fameuse ville souterraine de Montréal. Elle connecte des espaces commerciaux sous tous ces gratte-ciels, ce qui permet de faire ses courses au chaud même quand il neige ou qu'il fait -20. Il est temps de quitter Montréal, on va maintenant partir vers le nord en remontant le Saint-Laurent. 120 km plus au nord, voici la ville de Trois-Rivières. À votre avis, pourquoi ce nom ? Eh ben raté, c'est pas parce qu'il y a 3 rivières qui se rejoignent ici, mais seulement 2, la rivière Saint-Maurice qui se jette dans le Saint-Laurent. Mais si vous regardez bien à gauche, cette rivière Saint-Maurice se sépare en 3 bras juste avant de rejoindre le Saint-Laurent, d'où ce nom de Trois-Rivières. Encore une centaine de kilomètres au nord et voici Québec, la capitale du Québec. Au moins c'est pas compliqué de se souvenir. C'est quoi la capitale du Québec ? Bah c'est Québec. Devant nous, le pont moderne Pierre-Laporte et juste derrière, le pont du Québec, inauguré en 1917. Ce deuxième pont a vécu 2 effondrements pendant sa construction, tuant plus de
de 100 ouvriers au passage. Ces 2 catastrophes ont été à l'origine du tout-puissant Ordre des ingénieurs du Québec, créé pour garantir le sérieux et la déontologie des ingénieurs et ne plus vivre ces catastrophes. On arrive sur Québec par le sud et on arrive par une falaise là à gauche, surmontée de la seule citadelle de type Vauban de toute l'Amérique du Nord. Elle a été construite en 1750. Il faut dire qu'au XVIIIe siècle, la France et l'Angleterre menaient une guerre acharnée pour conquérir ce qui est devenu le Canada et les États-Unis. Du coup, la ville française de Québec a été attaquée plusieurs fois par les armées anglaises, d'où cette forteresse, mais ça n'a pas empêché les Anglais de gagner finalement en 1759 les Fourbes. Du coup, pour être honnête, cette forteresse est en grande partie anglaise, puisqu'en fait, après l'avoir conquise, ils l'ont renforcée à leur manière. Juste après, devant nous, ce grand bâtiment qui est devenu l'emblème de la ville de Québec, c'est le château Frontenac, un grand hôtel de luxe construit en 1892, et il a le titre de l'hôtel le plus photographié au monde. Au pied de ce château se trouve le Vieux-Québec, quelques rues avec des maisons en pierre du XVIIe siècle, une rareté sur ce continent nord-américain où tout est construit en bois et donc disparaît sans avoir le temps de vieillir. Cette pierre grise donne un petit air de Saint-Malo à tout ce quartier. On quitte la ville de Québec par le nord, toujours en suivant le Saint-Laurent. Juste au nord de la ville se trouve un des lieux très touristiques du Québec, les chutes Montmorency. L'eau ici tombe d'une hauteur de 80 mètres, mais ce qui est surtout impressionnant, c'est le débit énorme et permanent de cette rivière, ce qui crée une chute très impressionnante et très humide dès que vous vous approchez. Cette chute est aussi impressionnante en hiver car elle se transforme en cascade de glace, et on peut même parfois passer derrière des rideaux de glace figés. Et alors là, regardez une bizarrerie du simulateur, l'eau vient d'un canyon caché derrière. Elle fait un saut géant vers le haut de 80 mètres pour retomber en cascade. Vous y croyez, vous? Vous avez bien raison de pas y croire. C'est juste le modèle géographique qui est erroné et qui place la rivière dans un trou alors qu'elle est au niveau du sol. J'aimerais juste savoir ce que les géographes de Microsoft ont bu avant de rentrer leurs données géographiques. Allez, fini le canyon fantôme et l'eau qui monte, on revient vers le Saint-Laurent et voici en face l'île d'Orléans chantée par le célèbre chanteur québécois Félix Leclerc. Été, hiver, il y a le tour de l'île d'Orléans. Au bout de l'île, le Saint-Laurent s'élargit considérablement et à partir de là, on devrait plutôt parler d'estuaire du Saint-Laurent ou de mer intérieure tellement le Saint-Laurent devient large. Une vingtaine de kilomètres d'une rive à l'autre dès le bout de l'île d'Orléans. Allez, hop, un petit saut et nous voici 150 km plus au nord. Ici, la rivière Saguenay se jette dans le Saint-Laurent. C'est une des grosses rivières du Québec, prenant sa source au lac Saint-Jean qu'on verra tout à l'heure. Le village à l'embouchure de la rivière Saguenay, c'est Tadoussac et il est très connu grâce à ses baleines. C'est en effet le point de départ d'excursions touristiques sur des bateaux pour approcher les baleines qui batifolent dans les eaux froides du Saint-Laurent. La ville de Tadoussac, elle se cache dans cette petite baie à gauche ouverte sur le fleuve. Allez, on ne va pas faire fuir les baleines, du coup on reprend le cours du Saint-Laurent vers le nord. Un petit coup d'œil sur la carte et cette fois on va faire un saut de 350 km pour trouver la ville de Sept-Îles. Ici on a déjà l'impression d'aborder les contrées désertes du Grand Nord, mais pour vous donner des repères, Montréal c'est la latitude de l'embouchure de la Gironde, Sept-Îles c'est la latitude de la frontière belge. Grâce au Gulf Stream, le climat est beaucoup plus doux en Europe à une latitude équivalente. En effet ici à Sept-Îles, il fait entre 10 et 20 degrés en plein mois d'août et si vous venez en janvier, comptez sur une température moyenne entre moins 10 et moins 20 degrés. La ville de Sept-Îles et ses 30 000 habitants est une capitale régionale pour tout le nord du Québec. C'est aussi aujourd'hui un des grands ports mondiaux pour le minerai de fer et d'aluminium. On va maintenant laisser le Saint-Laurent et prendre à gauche vers le nord-ouest. Là commencent des lacs, des forêts, des lacs, des forêts, sur des centaines et des centaines de kilomètres. Et là, devant l'avion, on voit comme une ligne, une trouée artificielle toute droite. C'est pas un bug du simulateur, en fait, ce sont des lignes très haute tension. Et que font-elles dans ce coin perdu? C'est là un des secrets de la richesse du Québec. Dans ce pays avec de l'eau partout, ils ont pu construire dans le nord québécois de gigantesques installations hydroélectriques, l'aménagement de la baie James. On va donc aller voir d'où viennent ces lignes haute tension et pour ça, on va faire un petit saut de 700 km vers le nord-ouest pour trouver une partie de ces installations. Là-bas, au loin, devant l'avion, on commence à voir ces aménagements hydroélectriques. Ils datent principalement des années 80 et devaient continuer à s'étendre dans les années 2000 avec un projet appelé Grande Baleine, tout un programme. Mais ce dernier projet a été bloqué pour des raisons écologiques. La capacité totale dans ce nord québécois est de 17 TW, en gros 20 de nos réacteurs nucléaires.
Cette électricité sert à tout le Québec, en particulier pour chauffer les logements qui du coup fonctionnent tous au chauffage électrique malgré le froid en hiver. Il reste même en général un surplus d'électricité qui est revendu aux États-Unis. Maintenant, on va terminer notre périple en redescendant plein sud vers le lac Saint-Jean. Et comme partout dans la région, tout est immense, y compris ce lac. On le voit là qui apparaît au fond. C'est aussi un lieu assez touristique et apprécié des Québécois par la beauté de son environnement. Et en plus, les Québécois prétendent que l'eau peut atteindre 25 degrés l'été. Ce qui est sûr, c'est que les berges se remplissent de baigneurs et que les nombreux campings font le plein chaque été. On va traverser le lac Saint-Jean tout droit pour aller jeter un petit œil sur l'autre rive. Il y a la réserve indienne de Mashteuiatsh, désolé pour la prononciation, et aussi appelée Pointe Bleue. Cela permet de se rappeler que ces immenses territoires n'étaient pas complètement vides quand les Européens sont arrivés, et que les tribus amérindiennes ont rapidement dû s'adapter à ces nouveaux colons. Au Québec, les choses se sont passées plutôt pacifiquement, mais aujourd'hui les Amérindiens qui essaient de conserver leur culture vivent dans ces territoires qu'on appelle réserves, qui en fait sont rien d'autre que des villages sous gestion autonome amérindienne. Et aujourd'hui, ces villages vivent surtout du tourisme. Grand virage à droite au-dessus du lac Saint-Jean et on va prendre le cap à l'est pour redescendre la rivière Saguenay vers Tadoussac et le Saint-Laurent. Devant nous au loin, voici la ville de Chicoutimi, la capitale régionale. Mais juste avant, ces grandes installations à droite, c'est une immense usine d'aluminium. Et là, cette espèce de lac rouge, c'est le site d'extraction et de rejet de la bauxite, la roche qui donne l'aluminium. Ça a l'air assez sympa côté pollution, mais bon, on va vite oublier tout ça et continuer à construire des beaux avions en aluminium et des beaux iPhones aussi en aluminium. Petit passage au-dessus de la ville de Chicoutimi et ses 70 000 habitants. Et il va être temps de se poser, et comme j'ai pas trop vu de baleines tout à l'heure, je vous propose d'aller amérir à Tadoussac. Après une pause, comme ça on pourra aller prendre un bateau et aller taquiner ces baleines. Merci pour ce voyage en compagnie de Pascal Airlines, la seule compagnie qui vous fait faire plus de 2000 km avec un avion qui a un rayon d'action de 1000 km. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez un compte YouTube, à faire connaître ces vidéos aux amateurs de beaux paysages, et surtout à aller faire pour de vrai un tour au Québec. C'est un pays magnifique avec des habitants accueillants et super sympas. Et surtout, à bientôt sur Pascal Airlines.